Parfois tes porte-à-faux, qui d'ailleurs sont réalisés sur de petites portées, tombent, alors que ceux des autres, beaucoup plus imposants, restent parfaitement stables. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot, un seul mot, que je veux que vous écriviez dans les commentaires dès que vous aurez compris l'explication. Nous allons découvrir ce qui fait que les porte-à-faux des autres restent solides, alors que les tiens peuvent s'effondrer, même lorsqu'ils ne mesurent qu'1 mètre. Les porte-à-faux sont des éléments encastrés d'un seul côté et donc soumis à de très forts moments fléchissants de l'autre. Par conséquent, le véritable défi dans l'étude et l'exécution de cette beauté d'ingénierie réside dans la manière de récupérer les charges et donc dans la qualité de son encastrement. Mais comment fonctionne réellement un porte-à-faux? Pour bien comprendre, comparons-le d'abord à une poutre classique. Lorsqu'une poutre est simplement appuyée sur 2 appuis et qu'elle reçoit une charge, elle se déforme vers le bas. Dans ce cas, la partie supérieure est comprimée, tandis que la partie inférieure est en traction. C'est précisément pour cette raison que l'on place les armatures principales dans la partie inférieure de la poutre. Mais dans un porte-à-faux, tout change. Comme il n'est soutenu que d'un seul côté, le moment fléchissant s'inverse complètement. Cette fois-ci, la partie supérieure passe en traction, tandis que la partie inférieure est comprimée. Mais tout cela reste un peu abstrait, alors faisons une expérience très simple. Tendez votre bras devant vous, bien à l'horizontale. Maintenant, imaginez qu'on pose une charge dans votre main. Que se passe-t-il? Naturellement, votre bras a tendance à descendre. Pour l'empêcher de tomber, les muscles situés au-dessus de votre bras se contractent et travaillent en traction, tandis que votre épaule sert de point de rotation. Maintenant, imaginez une deuxième situation. Prenez un bâton et posez-le au-dessus de votre bras. Faites dépasser une partie du bâton derrière votre épaule, puis bloquez cette partie sous un objet lourd ou contre un support solide. Vous remarquerez alors quelque chose d'intéressant. Lorsque vous appliquez une charge dans votre main, le bâton aide votre bras à résister à la rotation. Pourquoi? Parce que la partie qui dépasse derrière l'épaule agit comme un ancrage. Elle empêche le bâton d'être arraché lorsque la charge cherche à faire tourner votre bras. C'est exactement ce qui se passe dans un porte-à-faux en béton armé. Les armatures situées dans la partie supérieure jouent le rôle de ce bâton, et la partie des armatures qui pénètre profondément dans la dalle joue le rôle de l'ancrage derrière votre épaule. Si cette partie est trop courte, les armatures risquent d'être progressivement arrachées sous l'effet des efforts de traction. Et c'est là que les premiers signes de rupture apparaissent. Malheureusement, sur beaucoup de chantiers, ce fonctionnement est encore mal compris. On retrouve des armatures principales placées en partie basse, exactement comme sur une poutre classique. Et c'est souvent à ce moment-là que commencent les problèmes. Le porte-à-faux se fissure, il se déforme progressivement, puis dans les cas les plus graves, il finit par s'effondrer. Mais ce n'est pas tout. Même si vous placez correctement les armatures dans la partie supérieure, le problème n'est toujours pas résolu, car ces armatures ne doivent surtout pas s'arrêter au niveau de l'encastrement. Elles doivent pénétrer suffisamment loin dans la dalle ou dans la poutre. Pourquoi? Parce que c'est à cet endroit que tous les efforts sont transmis à la structure. Imaginez une personne qui essaie d'arracher une corde mal attachée. Si la corde n'est engagée que sur quelques centimètres, elle sort immédiatement. Les armatures se comportent exactement de la même manière. Si leur longueur dans la dalle est insuffisante, les énormes efforts de traction peuvent progressivement les faire glisser hors de leur zone d'ancrage. Et lorsque cela arrive, le porte-à-faux perd sa capacité à reprendre les efforts. Il se fissure, il se déforme et dans les cas extrêmes, il s'effondre. Voilà pourquoi un porte-à-faux peut tomber même lorsqu'il est correctement armé dans sa partie supérieure. Parce que le problème ne vient plus du ferraillage, il vient de la façon dont ces armatures sont ancrées dans la structure. Alors voici la question. Comment appelle-t-on cette longueur indispensable qui permet aux armatures de transmettre correctement les efforts à la dalle? Réponse A, la longueur de reprise. Réponse B,
la longueur de développement, réponse C, la longueur d'ancrage ou réponse D, la longueur de recouvrement. Écrivez simplement A, B, C ou D dans les commentaires. La bonne réponse sera révélée dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais vous montrer ce qui se passe réellement à l'intérieur du béton. Imaginez que vous soyez cette armature. Lorsque quelqu'un monte sur le porte-à-faux, toute cette charge cherche à faire tourner le porte-à-faux vers le bas. Cette rotation crée un énorme effort de traction dans les armatures supérieures. Autrement dit, les armatures sont littéralement tirées vers l'extérieur. Si elles ne sont pas suffisamment ancrées dans la dalle, le béton ne pourra plus les retenir correctement et petit à petit, des micro-fissures apparaissent. Puis la fissure s'agrandit, le porte-à-faux commence à s'affaisser et un jour, il peut s'effondrer brutalement. Vous comprenez maintenant pourquoi un porte-à-faux peut paraître solide pendant plusieurs mois, puis s'effondrer sans prévenir. Le problème ne vient pas toujours du béton, ni toujours de la quantité de fer. Très souvent, il vient de la manière dont les efforts sont transmis à la structure. Et c'est précisément là qu'intervient le mot que je vous ai demandé d'écrire. Alors, quelle est la bonne réponse? A, B, C ou D? La bonne réponse est C, la longueur d'ancrage. La longueur d'ancrage est la longueur minimale que les armatures doivent pénétrer dans le béton afin de développer toute leur résistance et transmettre correctement les efforts à la structure. Sans cette longueur, même les meilleurs aciers du monde ne pourront pas sauver votre porte-à-faux. Autrement dit, comprendre la longueur d'ancrage, c'est comprendre l'un des principes les plus importants du génie civil. Mais attention, il y a une chose très importante à comprendre. La longueur d'ancrage n'est pas la seule solution qui permet à un porte-à-faux de tenir. En réalité, ce que cherche un ingénieur, ce n'est pas seulement à augmenter la longueur d'ancrage, son véritable objectif est de renforcer le point de rotation du porte-à-faux. Reprenons l'exemple de votre bras. Lorsque vous tenez une charge dans votre main, ce n'est pas uniquement votre bras qui travaille, c'est surtout votre épaule, votre point de rotation qui résiste pour empêcher votre bras de basculer. Dans un porte-à-faux, c'est exactement le même principe. Plus le point d'encastrement est rigide et capable de reprendre les efforts, plus le porte-à-faux sera stable. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains très grands porte-à-faux tiennent parfaitement et pour y parvenir, les ingénieurs disposent de plusieurs solutions. La plus connue est la longueur d'ancrage, mais il existe également d'autres techniques. L'utilisation de goussets, de poutres de rive, l'augmentation de l'épaisseur de la dalle, des nervures ou encore d'autres systèmes de renforcement permettant d'augmenter la rigidité de l'encastrement. L'idée n'est donc pas de retenir uniquement la longueur d'ancrage. L'idée essentielle est la suivante. Un porte-à-faux ne tient que si son point de rotation est suffisamment résistant pour reprendre les efforts qui lui sont transmis. Et dans la majorité des cas, cette résistance passe par un ancrage correctement dimensionné. C'est ce principe qui explique pourquoi certains porte-à-faux traversent les décennies, tandis que d'autres finissent malheureusement par s'effondrer. Mais une question reste en suspens. Comment déterminer réellement la longueur d'ancrage d'un porte-à-faux? Existe-t-il une formule? Dépend-elle de la longueur du porte-à-faux, du diamètre des armatures, de la résistance du béton ou de tous ces paramètres à la fois? C'est exactement ce que nous verrons dans une prochaine vidéo où nous apprendrons à calculer correctement la longueur d'ancrage d'un porte-à-faux avec des exemples pratiques. Alors si vous ne voulez pas manquer cette vidéo, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et dites-moi en commentaire si vous avez trouvé la bonne réponse.